Alors aujourd'hui, je vais vous parler, d'un philosophe et d'un professeur qui est pas réellement connu, mais qui a parlé beaucoup du corps, notamment dans la marchandisation, qui a fourni un article très complet, sur le site Cairn Info, que je vous recommande. D'ailleurs, c'est un site, de sciences humaines qui regroupe beaucoup d'articles, de livres, sur, tous les sujets, en fait. Donc j'ai découvert récemment, mais je vous recommande vraiment d'aller jeter un coup d'œil, que ce soit pour Sciences Po ou pour n'importe quelle recherche. C'est vraiment, une mine d'or. Donc Yves Charles Zarka, lui, c'est un philosophe, qui nous parle de la marchandisation du corps et qui nous explique en fait que la marchandisation du corps, déjà, dans un premier lieu, elle existe depuis toujours. Là, c'est que l'histoire vous a prouvé qu'à travers, avec l'esclavage ou avec là encore la prostitution, le corps a toujours été marchandé, objectifié, comme quelque chose qu'on peut vendre, qu'on peut utiliser. Alors moi, j'ai essayé de découper ça en 5 points différents, voilà, que je vais aborder successivement. Donc le premier point, c'est que bah, le corps, il est vu comme une marchandise, donc il devient un objet de consommation en fait, et que cette marchandisation, elle se manifeste donc à travers plusieurs pratiques qu'on peut observer, notamment donc dans la publicité et les médias, où le corps est mis en avant comme enfin, un idéal physique est mis en avant, il est vendu en fait aux consommateurs pour vendre un produit donc qu'on doit atteindre, etc. Donc que ce soit pour les pubs de parfums, les pubs de vêtements, etc. On voit toujours des images de corps grands, beaux, musclés, minces, qui correspondent à certains stéréotypes. Et donc, ça pousse en fait les personnes à essayer d'améliorer ou de modifier leur corps en fait. Ça pousse au mélliorisme, mais ça, c'est un peu un problème en fait, parce que souvent, ces stéréotypes, bah, ils ne le disent pas, mais il y a du maquillage, il y a des entraînements, ils sont faits exprès, il y a des retouches, bien sûr. Euh, c'est du cinéma au final. Et du coup, ça fait qu'il y a des personnes qui se complexent pour ça. Ça, je l'aborderai dans un autre point. Parce que donc c'est en fait vraiment là, c'est vraiment le corps comment il est vu comme une marchandise. Donc là, c'est une marchandise publicitaire, en fait, commerciale, comme on achèterait des gâteaux, par exemple. Sinon aussi, il y a les industries esthétiques, donc avec l'émergence des interventions chirurgicales et également des traitements cosmétiques qui sont banalisés de plus en plus quand il s'agit mais des opérations chirurgicales seulement à des fins esthétiques en fait, qui sont extrêmement banalisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je fais une opération, par exemple, si je me suis coupé un doigt, je fais une opération pour me recoller mon doigt. C'est normal, c'est pas j'en ai besoin, c'est pour ma santé. Ou aussi je fais une opération pour me remettre ma colonne vertébrale bien, parce que j'avais une scoliose, par exemple. C'est normal, oui, on peut l'accepter. Mais aujourd'hui, en fait, on prend la chirurgie, donc quelque chose de médical, comme quelque chose qu'on consomme, en fait, comme un luxe, en fait. Oui, je peux faire cette chirurgie, donc par exemple, je vais me refaire mon nez, je vais me faire, je vais me gonfler les lèvres, je vais faire de la BBL, etc., etc. Et cetera. Et donc ça, c'est purement cosmétique, ça n'a aucune réelle utilité, c'est seulement pour nous, en fait, pour notre vision du corps. Et ça peut causer des problèmes parce que le corps devient quelque chose toujours qu'on peut améliorer, en fait, qu'on peut esthétiser de plus en plus. Et ça devient en fait un moyen donc d'améliorer son corps qui est en fait notre capital. Baudrillard, il en parle très bien, même si il n'était pas conscient de ce qui se passerait dans les années 2000. Il parle très bien du fait que le corps, il doit constamment être esthétisé, amélioré, perfectionné pour être mis en avant et pour être vendu en fait. Donc Baudrillard, il en parle très bien également. Ensuite, Zarka, lui, il aborde quelque chose qui est un concept qui est propre à lui, c'est la fétichisation du corps. Donc le fait qu'en fait le corps devient un fétichisme pour certaines personnes. Donc il introduit ce concept en fait. Donc il parle du corps fétichisé dans le sens où en fait ça peut être... ah non, j'ai dit fétichisé, c'est fétichisé, pardon. Ou en fait, dans le sens où le corps, il est chosifié, il est objectifié, il devient un objet de désir et de consommation. Donc ça, oula, non, Sartre, je suis fatigué, excusez-moi. Sartre, il en parle très bien, donc avec la chosification et le fait que nous sommes déshumanisés parce que nous sommes en fait soumis au regard de l'autre et que le regard de l'autre change notre perception de nous-mêmes, notre perception du corps et que le corps peut être vu comme un objet. Et donc ça conduit à plusieurs choses. Ça conduit de un donc à cette déshumanisation-là dont je viens de parler, parce que le corps, en fait, il perd tout son côté personnel et éthique pour avoir seulement un aspect objectifié. C'est un objet de désir, c'est qu'on l'aime parce qu'il est beau, parce qu'il a telle caractéristique.
mais plus pour ce qu'il représente en tant que tel, alors que pour certains philosophes, comme Merleau-Ponty, bah, en fait, nous sommes notre corps. Donc, on oublie totalement la personne qu'il y a derrière et on garde seulement son enveloppe corporelle. Et aussi l'aliénation, parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent, notamment beaucoup de femmes, qui se retrouvent déconnectées de leur propre corps, en fait, qui n'écoutent pas leur corps ou leurs besoins, parce que justement, elles doivent correspondre à tel critère, tel critère, tel critère. Et donc, ça ne leur ressemble plus, elles sont plus elles-mêmes et elles rentrent dans des enveloppes, dans des moules, en fait, qui ben, sont totalement impersonnels, mais qui leur permettent de correspondre aux critères et donc d'être acceptées en société. Sauf que c'est malheureux parce que le corps, c'est ce qu'on a de plus intime, c'est ce qu'on a de le plus authentique. Et il y a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent totalement aliénées à essayer de vivre à travers un corps qui est le leur, mais qu'elles essaient de faire correspondre à quelque chose qui est pas propre à elles. Et ça, c'est très très malheureux. Et du coup, il y a des conséquences qui sont sociales, des conséquences morales, des conséquences psychologiques et des conséquences éthiques. Donc ça soulève plusieurs questions. Déjà, la question des inégalités sociales. Parce qu'en fait, le fait de pouvoir s'acheter tel produit de beauté, tel produit skincare, tel maquillage, pouvoir accéder à tel soin, faire tel sport, pouvoir faire de la chirurgie, tout ça, ça a un coût. Et le coût, en fait, pas tout le monde peut le payer, en fait. Parce que faire du sport, par exemple, en salle de sport, ça coûte ça a un prix. Ça coûte environ par an, ça peut coûter 300 € environ. Il y a pas tout le monde qui peut payer 300 €. Pour faire de la chirurgie, là, ça va dans des milliers d'euros. Ça, je compte même pas. Mais aussi tous les produits de beauté, tous les produits de skincare et le maquillage. Le maquillage, ça coûte cher. Oh là là! Et surtout que c'est un bien de consommation, le maquillage. C'est-à-dire qu'on va le consommer, on va en mettre, on va en mettre, on va en mettre tous les jours. Et après, il faut en racheter. Il faut en racheter tous les mois s'il faut. C'est énorme. Et donc, en fait, et tout ça juste pour parfaire notre corps, en fait, pour que notre corps il soit le plus beau possible, qui corresponde le mieux à nos critères ou à une image qu'on veut donner. Et la problématique, c'est que ça creuse des inégalités sociales entre ceux donc, qui peuvent avoir un corps magnifique et entre ceux qui ne peuvent pas se le permettre. Et le problème étant qu'on peut relier ça à l'effet de halo, en fait, parce que quelqu'un qui est très beau, qui est super, qui est magnifique, qui peut prendre soin de lui, ben, il a plus souvent de chances d'être apprécié socialement, d'obtenir un travail, d'être reconnu, d'avoir accès à des opportunités que quelqu'un qui ne peut pas prendre soin de lui. Et ça se remarque directement. Et donc, ça creuse encore plus ce fossé entre ben, ceux qui ont les moyens, donc qui peuvent se parfaire et qui donc ont encore plus les moyens, et ceux qui n'ont pas les moyens, donc qui ne peuvent pas le faire et qui ont encore moins les moyens. Vous venez à un entretien d'embauche de personnes à compétences égales, une personne qui vient, qui est magnifique, qui est maquillée, qui n'a pas de problème, qui n'a pas de problème de santé, de surpoids, je ne sais guère, euh, à compétences égales, elle sera embauchée face à une personne qui, par exemple, a un air un peu plus négligé ou un peu plus fatigué. Et ça, c'est un biais cognitif qui on appelle l'effet de halo ou l'effet Pygmalion. Donc, je vous renvoie, j'avais fait une vidéo là-dessus de quelques minutes. Je vous renvoie si jamais ça vous dit rien. Aussi, il y a des pressions sociales. Ça, c'est comme débat. C'est qu'en fait, le conformisme, donc c'est le fait de devoir se conformer à des standards corporels de beauté, ben, ça crée beaucoup de stress, d'anxiété. Et aussi, ça fait baisser l'estime de soi. Quand on a beaucoup de personnes, hommes ou femmes, hein, qui sont exposées constamment à des idéotypes de corps, par exemple, l'homme qui est exposé à l'homme grand, fort, musclé, arien, par exemple, hein. Et l'homme banal qui regarde ça constamment et qui voit qu'il n'y arrive pas, qu'il peut pas y correspondre, bah, qu'est-ce que ça crée en lui? Ça crée de la frustration, ça crée une faible estime de lui, il se sent pas assez bien à la hauteur, parce qu'on lui fait comprendre dans la tête, à travers le cinéma, et idem pour les femmes, que s'il n'arrive pas à correspondre à ces critères, c'est qu'il n'est pas assez bien, c'est qu'il n'est pas méritant, qu'il peut pas obtenir telle place dans la société et il ne pourra jamais. Par exemple, la norme en société pour être un homme, il faut faire 1,80 m. Moi, je fais 1,68 m. Je suis transparent avec ça. Et je pourrais très bien me sentir très mal vis-à-vis de ma taille, être complexé, alors que c'est quelque chose que je peux pas contrôler du tout. Parce que justement, bah, je suis pas un homme, je suis un sous-homme parce que bah, je fais cette taille-là. Et c'est assez malheureux. Encore, ça a évolué ces dernières années. Mais c'est d'autant plus frappant, notamment chez les femmes, qui, elles, doivent correspondre à des normes de beauté, des normes de minceur,
Et ça qui évolue constamment. Et la pression avec le cinéma également, la pression de devoir s'épiler tout le temps. Par exemple, un exemple là, qui est très très contemporain, qui est très très d'actualité, si le sujet tombe sur ça, vous pouvez le sortir, c'est le hashtag Skinny Talk. C'est le fait qu'il y a des femmes très 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 minces, donc qui font vraiment 40 kilos, qui sont minuscules, des très très fines, qui mettent en avant ça justement sur TikTok et qui donnent des conseils parce que, et qui disent que ouais, depuis qu'elles sont hyper minces, elles se sentent mieux, c'est comme ça qu'elles se sentent belles, et mettent en avant des choses qui sont des comportements qui peuvent être très dangereux pour la santé, comme bah, comment tromper son cerveau pour plus avoir faim, comment se faire vomir, manger des glaçons, et ben, tout plein de choses qui font que bah, il y a des jeunes filles, des jeunes adolescentes qui vont regarder ça et qui vont être qui vont être tout à fait complexées en fait dès qu'elles vont le voir et qui du coup, elles vont peut-être adopter ces comportements-là pour essayer de maigrir et c'est très dangereux pour la santé et ça crée des troubles du comportement alimentaire. Parce que ces femmes-là, elles le savent peut-être pas, celles qui font du skinny talk, mais elles souffrent de troubles du comportement alimentaire parce que elles n'arrivent pas à se regarder dans la glace quand si elles sont pas hyper maigres, elles se surveillent constamment. Alors que, je veux dire, c'est normal par exemple d'avoir un petit peu de ventre en bas parce que c'est là que c'est là où l'utérus est stocké en fait. Enfin bref, c'est un autre débat, mais c'est pour dire à quel point ça peut créer des problèmes qui peuvent être même bah, psychiques en fait chez des personnes. Et le dernier débat, c'est le débat éthique, c'est la question éthique d'en fait jusqu'où on peut modifier notre corps. C'est que, donc là, on peut même parler de transhumanisme, c'est que, en fait, où est-ce qu'on situe la frontière entre donc l'amélioration personnelle de notre corps à des fins utilitaires, à des fins médicales. J'ai plus de jambes, je peux avoir une nouvelle jambe robot. Demain, je me fais exploser le nez. Je peux me refaire un nez, je me fais exploser la mâchoire, il y a de la chirurgie reconstructive, mais il est où la limite entre ben, je me fais ça pour, pour ma santé et pour être meilleur, ou je fais ça à des fins commerciales, à des fins juste pour être plus beau, ou plus ceci, plus cela en fait. Il est où l'écart entre ben, donc, l'amélioration objective, utile, et le fait de devenir un Bogdanov? Je sais pas. Donc, en fait, Zarka, lui, avec ça, il invite, lui, sa philosophie, c'est d'inviter à repenser une vision beaucoup plus humaine, authentique du corps humain. Parce que lui, il pense comme Merleau-Ponty qu'en fait, le corps et l'homme, bah, ils font qu'un, en fait. Et que le corps, c'est la vitrine de nous, en fait. Et donc, on doit avoir un rapport plus humain et ne jamais se laisser aliéner par les codes sociétaux.